Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te faire une annonce. Courant janvier, j'ai le projet de faire une ou des vidéos d'études de cas concrets. Et pour ces études de cas, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me dises, toi qui regardes cette vidéo, quel est le tribunal qui t'intéresse. Mets-moi en commentaire le numéro du département sur lequel se portent tes recherches et sur lequel tu aimerais que se porte mon étude de cas. Je sélectionnerai un, deux ou trois départements et on fera ensemble les études de cas. Tu auras les vidéos complètes avec mon analyse. Je te laisse m'indiquer le numéro du département en question et je te dis à tout de suite dans cette vidéo. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée aujourd'hui aux enchères immobilières bien sûr, mais aussi et surtout à l'expulsion dans le cadre des enchères justement et dans le cadre dans lequel on se retrouve parfois, c'est-à-dire quand il y a un occupant encore au moment où le bien est vendu, un occupant dans les lieux et potentiellement qui ne veut pas partir. Donc on va voir dans quelles conditions ça se passe, quelles sont les conséquences de la présence de cette personne, de cet occupant en question, on verra lequel, il peut y en avoir plusieurs, et puis aussi comment ça se traduit en termes de délai et de tarifs. Pour vous parler de tout ça, j'ai avec moi quelqu'un que je connais bien et que je suis vraiment très très heureux d'accueillir ici, Marine Favre, qui est commissaire de justice. Comment vas-tu, Marine ? Bonjour Guillaume, ça va bien, je te remercie. Bon, super. Alors pour l'anecdote, Marine, on se connaît depuis une douzaine d'années maintenant. C'est ça, je dis pas de bêtises, ouais, 2011. Ouais, 2011, Ça nous c'est rajeunit ça. pas parce qu'on était à l'ENP ensemble, à l'École nationale de procédure. On a préparé notre diplôme d'huissier ensemble. Voilà. Et Et on donc, l'a eu ensemble. et on l'a eu ensemble, exactement. C'est ça, à la même session. Mais tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, avant de te laisser te présenter en détail, pour introduire un petit peu cette vidéo, pourquoi j'ai voulu parler de ce thème? Tout simplement parce que on le sait, pour faire de belles affaires aux enchères immobilières et acheter des biens avec une grosse décote, le secret, la clé, c'est souvent de résoudre ou d'être apte à résoudre des problèmes que peu de monde sont prêts ou sont aptes à résoudre. Et acheter un bien occupé, et notamment par son propriétaire, c'est une des clés à maîtriser pour être en mesure d'acheter des biens avec une grosse décote, parce que ce sont régulièrement des biens qui se vendent sous-cotés dans la mesure où on sait que derrière, il y a de grandes chances pour que ça se traduise par une procédure d'expulsion. Et j'ai demandé donc à Marine d'être avec nous pour nous parler de tout ça. Marine, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu où est-ce que tu exerces? Alors oui, bien sûr. Donc Marine Favre, je suis commissaire de justice associée à Dijon, chez Reflex, une SARL avec deux associés, 25 collaborateurs. Donc on est une structure de taille moyenne qui nous permet d'avoir un panel de clients extrêmement large et de pouvoir, à mon sens, exercer l'ensemble des missions des huissiers, donc ex-huissiers. Parce que quand on a une étude avec des dimensions comme celle-ci, ça nous permet d'avoir la réactivité et l'énergie à déployer sur le terrain pour couvrir l'ensemble des missions, et notamment les saisies immobilières. Super. Bon, et toi de l'énergie, t'en as beaucoup. Je parle d'expérience. Donc, on va, on va parler de ça. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, tu l'as dit, c'est principalement les saisies immobilières qui amènent les biens à être vendus aux enchères. Bon, il y a aussi dans une moindre mesure les liquidations judiciaires et les licitations partage. Mais c'est vrai que l'huissier, pour rappeler un petit peu le cadre, alors on va dire huissier ou commissaire de justice. Bon, commissaire de justice, c'est le nouveau nom depuis, si je dis pas de bêtises, juillet 2022. Mais c'est toujours la même chose, c'est le même métier avec les mêmes prérogatives, etc. à quelques détails près, mais pour ce qui nous concerne, ça ne change rien. Donc le commissaire de justice, il intervient principalement au début de la procédure pour faire le PV de description du bien en matière de saisie immobilière, mais aussi de liquidation judiciaire, décrire le bien dans tous ses aspects, à la fois physiques, administratifs, juridiques, etc. Et il intervient aussi physiquement en fin de procédure sur le bien pour tout simplement en permettre l'accès et le faire visiter. Et entre tout ça, il y a les différentes étapes de procédure. Euh, Au niveau, toi, Marine, des dossiers que tu vois passer à l'étude, donc de saisie immobilière principalement, est-ce que tu peux nous donner, en termes de pourcentage, le pourcentage que représentent les biens qui sont occupés et les biens qui sont occupés par leur propriétaire actuel sur l'ensemble des biens qu'il y a? Parce que moi, de ce que j'ai vu, ça représentait à peine un tiers. Sur mon secteur, moi, d'exercice, sur mes 6 années en tant qu'huissier, il y avait
peu de biens statistiquement qui étaient occupés et encore occupés par leurs propriétaires. Alors, du coup, je vais me permettre simplement d'ajouter, parce que ça va dépendre de l'étape procédurale. Et du coup, le commandement de payer Valence Saisie Immo est quand même le premier acte avant le descriptif. Donc, peut-être pour rappeler, donc, le commandement de payer Valence Saisie Immo, ce n'est pas un commandement de payer comme on peut voir passer dans les dossiers traditionnels, puisque c'est un vrai acte de disposition dans lequel il y a des mentions qui sont celles des huissiers avec le package mission, le package pardon, des mentions des actes d'huissier, mais il y a aussi toutes les dispositions textuelles du décret, je crois, de 55 sur la saisie immobilière, avec notamment la constitution d'avocats, l'identité des parties, l'identification du lot très précisément, avec un petit peu les références cadastrales, etc., ce qu'on ne peut pas inventer outre mesure. Donc, quand on délivre ce commandement-là, on a plus souvent affaire à des gens qui occupent encore, puisque c'est vraiment les prémices de la procédure. Et plus on va avancer dans la procédure avec le PV descriptif et le PV de visite, plus on retrouvera des locaux qui finiront un peu vides parce que dans l'intervalle, l'occupant, au fond, qu'il soit propriétaire ou pas, finit par quitter les lieux, puisqu'une fois qu'il voit que l'huissier vient 1, 2, 3 fois, il comprend que la procédure est très, très nettement engagée et que du coup, s'il ne parle pas de lui-même à un moment qui l'arrange lui au mieux, il finira par y être contraint judiciairement. Donc c'est important de peut-être pouvoir identifier, je dirais que peut-être à 50%, on rencontre des occupants au moment du commandement. Et effectivement, on doit tomber presque même à un quart au moment où on signifie l'audience pour l'orientation, par exemple, l'assignation. Merci beaucoup. Tu viens de foutre en l'air la moitié de cette vidéo. J'avais travaillé tout un ordre de questions. Non, je blague. Non, mais j'avais prévu justement de, de te lancer là-dessus sur le différentiel entre... Non, sois pas désolé, au contraire. Non, ça fait sens. La grosse différence entre effectivement le début et la fin de la procédure sur le fait qu'il y a des gens qui partent en cours de route parce qu'en plus c'est une procédure qui dure entre 1 et 2 ans, donc nécessairement ça suscite beaucoup de départs. Non, mais c'est super intéressant, je blaguais. Et donc le commandement Valence Saisie, voilà, dont Marine parlait, c'est effectivement dans la majorité des dossiers, parce que ça concerne uniquement la saisie immobilière. Il n'y en a pas en matière de licitation et ni en matière de liquidation, bien sûr. Mais dans la majorité des dossiers, c'est ça. Ok, super, merci Marine pour ça. Et alors, parmi les... je vais vous expliquer pourquoi je pose la question, tiens, avant de la poser. Il y a beaucoup de gens, je vois passer des messages sur les réseaux sociaux, qui disent acheter aux enchères, c'est être un requin, c'est être une mauvaise personne parce qu'on va expulser des gens, il y a des familles qui sont dans la maison, qui vont devoir en partir. Et donc, finalement, acheter les biens, c'est cautionner tout ça. Alors moi, j'ai jamais ressenti le fait d'être un requin ou un voleur ou qui que ce soit de mauvais en achetant des biens aux enchères. Mais après, j'ai mon background huissier aussi, avec le recul que je peux avoir sur les situations des gens qui sont dans ces biens-là et aussi le fait que c'est très peu souvent, ce sont très peu souvent des familles, surtout comme tu l'as très justement dit de toi-même avant que je te demande, à la fin de la procédure. Donc, il y a des occupants au début, comme tu l'as dit, mais malgré tout, est-ce que tu vois souvent des familles à proprement parler? Non, sincèrement, enfin pour le coup, parce que je pense que aussi, ça se trouve, les dispositifs d'aide sont peut-être plus déployés pour les familles. C'est un petit peu comme en matière d'expulsion traditionnelle. Ça ne concerne pas tellement sans doute ceux qui vont regarder la vidéo, mais en expulsion traditionnelle, on a le concours de la force publique que lorsque la proposition de relogement a été formulée par la préfecture. Ce qui veut dire qu'on se retrouve très rarement dans ces cas-là aussi avec une famille sur les bras à mettre dehors, et encore heureux. Et c'est aussi toute la beauté de la France, c'est de pouvoir être dans le social et dans l'accompagnement. Donc la procédure de saisie IMO, elle est beaucoup plus complexe dans la mesure où c'est pas vraiment pour un impayé locatif et c'est vraiment le patrimoine le plus sacré que les gens puissent avoir. Parce qu'on prend une voiture, bon, c'est mobilier, c'est extérieur à la personne. Quand on s'attaque au patrimoine immobilier, on a quand même quelque chose de très, une nature presque terrienne. L'impact est plus fort, mais on n'est pas face à des familles parce qu'il y a tellement d'autres solutions dans l'intervalle que par chance, je vais peut-être toucher du bois, ça ne m'est pas arrivé en saisie IMO, ni d'ailleurs en expulsion classique. Non, mais c'est super, ça corrobore ce que moi j'avais comme vécu aussi, comme passif, et sur à peu près 150 dossiers que j'avais pu suivre, et aussi ce que je vois au travers des visites que je fais maintenant. Je pense qu'il y a aussi un facteur qui est que quand on est parent,
et qu'on commence à voir les difficultés arriver et à subir, enfin à voir la potentielle saisie arriver, ben on se bouge davantage peut-être que si on est tout seul ou un couple sans enfant, parce que la motivation justement de ne pas amener ses enfants dans cette hypothèse-là, de voir la maison saisie avec la procédure qui suit, etc., fait qu'on se bouge davantage. Et finalement, on va renoncer plus facilement à sa résidence principale, à sa maison, pour aller redevenir locataire quelque temps ailleurs et revenir à meilleure fortune, plutôt que si on est célibataire, bien engagé dans son train-train, et voilà. Mais c'est On a ça, il y moins a de quelque chose difficultés. de l'ordre, je pense, de la protection de la famille. En fait, on ne veut pas exposer ses enfants à ça, alors que si je devais, alors je ne sais pas si c'est très CNIL, mais si je devais trouver une catégorie de gens, effectivement, on est plutôt sur des gens seuls, en vrai, des hommes seuls, accidentés de la vie, Ouais, souvent. voilà, qui ont eu souvent une rupture, qui ont enchaîné avec la perte de travail. Parfois, il y a quelques addictions qui peuvent venir parce que un état moral un peu bas. Et finalement, les seules personnes qui voient, c'est des gens qui viennent leur réclamer de l'argent et qui ne sont pas toujours très sympathiques. Donc, cette procédure de saisie immobilière, c'est quand même quelque chose de très lourd pour la personne qui occupe le bien, mais rien n'empêche pour celui qui la diligente de le faire avec humanité, avec empathie, avec écoute, et ça se passe très bien. J'ai eu le cas d'un dossier où vraiment le monsieur, il a été mais tellement gentil. Je lui dis, je suis tellement navrée d'être là parce que j'ai fait visiter sa maison avec des gens. C'est quand même une position très inconfortable. Le gars est dedans, il y a toutes ses affaires partout. On fait rentrer une cinquantaine de personnes chez lui. Alors heureusement, au compte-gouttes, on a l'élégance de faire en sorte que ce soit pas non plus un zoo et qu'on vienne pas un peu à la foire. Mais ouais, enfin, c'est souvent des hommes seuls qui ont juste perdu pied à un moment donné et qui n'ont absolument pas besoin d'ailleurs de jugement de quoi que ce soit et qui rebondiront si on ne les atteint pas dans leur dignité. Ouais. Non, puis finalement, je l'écris dans le livre, c'est ce que je dis aussi souvent, c'est presque, entre guillemets, leur rendre service, parce que finalement, ils repartent, c'est un reset, ils repartent à zéro. C'est-à-dire que ça les met dans une situation, pardon, d'inconfort encore plus important, ça les change de contexte complet, et finalement, ça les oblige à se sortir un petit peu de alors, zone de confort, c'est un grand mot, parce qu'ils sont pas dans le confort, mais de la zone dans laquelle ils étaient d'un petit peu mollesse. Donc ça là-dessus, effectivement. Et ils peuvent même repartir avec un plus, hein. Oui, si le bien se vend effectivement avec à une valeur supérieure que le restant dû sur leur dette, effectivement. Alors, si le bien se vend à une valeur supérieure, et parfois, si justement après le commandement ou le PV de visite, ils se motivent et qu'ils enchaînent en vente amiable, où là, ils reprennent les rênes un peu, et du coup, ça leur permet de pouvoir se dire, non, mais en fait, mon bien, je vais le mettre en vente moi-même, je vais vendre les qualités moi-même parce que je ne veux pas qu'il passe en adjudication. Ça peut avoir vraiment cet effet électrochoc et Hmm. ultra bénéfique pour tout le monde. Complètement. Bon, je te remercie de le souligner. On va passer maintenant à la fin de la procédure, si tu veux bien, parce que je sais que tu es très occupé et que tu as beaucoup de choses à faire derrière. On va arriver donc dans l'hypothèse. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va pas traiter de l'hypothèse du bien occupé par le locataire. S'il y a un locataire en place, vous achetez le bien loué, le bail se poursuit dans les mêmes conditions et ça se passe stricto sensu, comme ça peut se passer sur un achat traditionnel sur le marché immobilier classique. Le bail suit son cours, vous pouvez donner congé dans les conditions de la loi de 89, comme un achat traditionnel en passant par le notaire. Par contre, si d'aventure, et malheureusement, la personne ou les personnes éventuellement sont toujours dans les lieux au bout de la procédure, donc ce sont les propriétaires, qu'est-ce que tu conseilles, toi, Marine, à l'adjudicataire qui remporte les enchères et qui a le propriétaire toujours dans les lieux dont il sait qu'il n'est pas parti? C'est quoi les premières démarches que tu leur conseilles d'accomplir? Déjà, une fois que le jugement est signifié, c'est à mon avis d'aller prendre contact. Moi, je ne crois qu'en la communication. Donc, on va prendre contact, on explique qu'on a la décision, que cette décision vaut titre d'expulsion, que c'est pas rien et qu'il faut initier la procédure également sans trop de délai parce que l'expulsion avec les trêves hivernales, effectivement, peuvent prendre facilement 12 mois si on n'est pas au bon moment de la procédure. Donc, il faut aller parler, aller communiquer, aller savoir dans quelle démarche ils sont, accompagner, parfois juste leur dire tiens, j'ai le numéro de l'assistante sociale de la mairie à côté, je vous le confie, et puis parfois juste de leur filer un numéro de téléphone. Ça permet de déclencher l'action et de pouvoir enchaîner sur un départ le moins possible subi
et qu'il soit accompagné. Oui, puis c'est dans l'intérêt de tout le monde, aussi bien celui de l'occupant qui effectivement, pour qui ce sera plus facile si on va le voir pour discuter au lieu de directement passer à une étape de procédure et à quelque chose d'encore plus violent que ce qu'il a déjà vécu, et même dans l'intérêt de l'adjudicataire, faire partir quelqu'un, l'aider à partir. Alors déjà humainement, c'est toujours plus facile parce que entamer une procédure d'expulsion, malgré tout, il faut être apte à le faire humainement et à se dire, avoir ça sur soi, sur sa conscience, je fais expulser quelqu'un. Et en termes de délai et de coût, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un occupant qui part spontanément, même si c'est au bout d'un mois, 2 mois, peut-être 3 mois, mais qui part voilà, de lui-même sans qu'on ait engagé de frais de procédure supplémentaires ni d'autres démarches quelles qu'elles soient, et on récupère les clés à ce moment-là et tout s'est bien passé, plutôt que de partir sur une procédure où peut-être on est sur des profils, comme tu l'as dit, des fois un peu particuliers, avec certaines addictions et donc ils peuvent se braquer. Et en général, ces profils-là, s'ils sont braqués, ils vont au bout du bout. C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'à l'expulsion, sans nécessairement que ce soit violent, mais avec quelqu'un qui va être là le jour de l'expulsion pour dire, bon, vous êtes là, ben, maintenant je m'en vais. Mais qui par principe, on va dire, va être jusque boutiste. Bon. Donc, on commence par de l'amiable, c'est une évidence. Si les démarches amiables ne donnent rien, si on est sur une personne soit bornée, soit jusque boutiste, comment ça se passe? En termes de délai, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui visionnent cette vidéo qu'est-ce que ça va être la première étape? Qui est-ce que je vais voir si je suis adjudicataire? Est-ce que je me retourne vers mon avocat? Est-ce que je vais voir directement un commissaire de justice? Dans quel délai il pourra agir? Ce sera quoi, pardon, le premier acte de procédure? Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît? Alors, une fois qu'on a la décision, c'est souvent l'avocat qui remet la décision ce qu'on appelle la grosse originale. Ouais, Il le faut la jugement confier, d'adjudication, voilà. voilà, le jugement d'adjudication. Il faut la confier à un huissier de justice pour qu'il puisse la signifier et concomitamment pouvoir délivrer le commandement de quitter les lieux. Alors, le commandement de quitter les lieux, il a un délai. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, en gros, on constate que comme la personne est toujours là, on lui dit faudrait quitter les lieux pour telle date. Ça peut être 8 jours dans de rares cas et ça va habituellement jusqu'à 2 mois quand on est en matière d'habitation principale. Donc ce commandement signifié laisse quand même un temps pour que l'occupant s'organise. Parfois, quand il ne s'est pas organisé sur les 12 à 15 derniers mois, c'est pas toujours évident qu'il le fasse là, mais ça dépend comment on lui présente. Moi, je crois beaucoup en l'humain, je crois beaucoup dans le dialogue et dans la communication, et il faut malgré tout, à mon sens, pour l'adjudicataire, continuer de passer en fait, continuer de passer, voir où est-ce qu'il en est de ses démarches, comment il peut l'aider. Tiens, j'ai vu qu'il y avait telle annonce, telle match. Enfin, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose d'ultra humain à faire en parallèle pour pouvoir joindre donc la procédure pour ne pas se perdre dans les délais et perdre du temps, mais continuer, à mon avis, les passages amiables pour gagner la confiance et puis essayer d'augmenter les chances de départ volontaire pour essayer d'anéantir tout le reste. Ouais, garder le contact, voilà, c'est ça, c'est Oui, essentiel. Ok. selon moi, après, je pense que chacun a sa sensibilité, mais je n'imaginerais pas mener ça sans ce contact-là. Ben, disons que le rompre, le contact, c'est souvent s'assurer que la procédure va aller à son terme. Donc, on s'assure que ça va nous coûter de l'argent en termes de frais avancés et que ça va durer un temps certain. Tu vas nous en dire un petit peu plus tout de suite. Mais voilà. Alors que garder le contact, rester dans de l'amiable, même si on a entamé la procédure, on peut tout à fait expliquer à la personne que on le fait parce que on veut s'assurer un certain nombre de garanties au cas où elle ne tiendrait pas parole, quand bien même elle nous dit qu'elle fait les démarches pour partir. Je le fais pour me tranquilliser moi, ça n'est pas contre vous que je le fais. Une fois qu'on délivre le commandement, à l'issue du délai qui a été donné, donc je l'ai indiqué, ça dépendra de ce que le juge pourra indiquer dans son jugement d'adjudication, mais partons sur le délai classique de 2 mois, on va faire ce qu'on appelle la tentative d'expulsion, c'est-à-dire qu'on passe à l'issue du délai de 2 mois plus un jour pour vérifier l'état d'occupation. Quand vous y passez régulièrement, vous savez très bien quel est l'état d'occupation, mais sans cette ultime démarche-là, vous ne pouvez pas demander le concours de la force publique. Et c'est très important de pouvoir, là aussi, pas perdre de temps judiciairement. Encore une fois, la trêve hivernale est quelque chose d'extrêmement paralysant pour une telle procédure. Donc, il faut vraiment avoir un huissier réactif, très diligent, et puis ne pas hésiter à être là aussi en équipe avec lui, ne serait-ce que sur les habitudes de l'occupant pour que l'huissier puisse le rencontrer.
J'aime bien faire mes tentatives d'expulsion à des moments où je suis presque sûre de rencontrer les gens. Quand on passe chez les gens plutôt le soir à 18h30, 19h, on maximise les chances de contact. Et donc de pouvoir savoir où la personne en est. Et puis plus on voit, plus on nourrit aussi ce lien et on a espoir qu'il devienne un lien de confiance aussi. Et une fois que vous faites cette tentative d'expulsion, vous pouvez réquisitionner la force publique en expliquant le contexte. Il faut toujours ramener, le dossier, il a une âme, il a une définition à lui-même. Le préfet, il faut qu'il sache qui est dans les lieux, pourquoi, c'est quoi son rythme de vie, quels sont les obstacles principaux qui s'opposent à son départ. On individualise ces procédures-là pour pouvoir vraiment contextualiser et obtenir ce concours. Et une fois qu'on a le concours, alors nous, on a pour habitude dans ma structure de toujours passer voir l'occupant, les j'ai le concours, on va intervenir prochainement, vraiment préparer le sac, enfin voilà. Et après, une fois qu'on a la partie, on va dire, logistique avec le serrurier, les forces de l'ordre, etc., là, on a une date vraiment précise d'expulsion et on récupère le bien à cette occasion-là avec changement de serrure, sécurisation du local, etc. Voilà. Sachant que je me permets, mais l'adjudicateur n'en profitera pas immédiatement, fonction de l'état des meubles, si on les laisse sur place. C'est ça que tu voulais ajouter ? Vas-y, continue. Exactement, c'est ça. En gros, quand on fait les changements de serrure le jour de l'expulsion, juridiquement, le dossier, le bien, passe à l'adjudicataire. Il n'y a pas de débat dessus. Il reprend possession des lieux juridiquement, sauf que, factuellement, sauf à ce qu'on déménage les biens, il y a encore ce délai d'1 mois au cours duquel l'occupant peut récupérer ses affaires. Donc, il y a deux politiques et chacun, il n'y a pas de mieux par rapport à l'autre. Soit on séquestre les biens sur place et on se rendra disponible pour que l'occupant puisse venir récupérer ses affaires, soit on déplace les lieux dans un garde-meuble, dans un garage que vous auriez par ailleurs, en tant qu'adjudicataire, en tant que propriétaire par ailleurs. Et à ce moment-là, le délai n'est pas compressé pour autant, mais ça permet en tout cas de pouvoir avoir la jouissance également factuelle du bien que vous venez de récupérer. Donc en pratique, on ne voit pas, pour que les gens soient bien au fait là-dessus, c'est à l'américaine la technique du je viens expulser, je mets les meubles sur le trottoir et les images, tu sais, des gens avec le mobilier posé sur le trottoir, etc. Ça ne se fait pas en France, jamais, ça n'est pas possible. Enfin, en tout cas, pas par des huissiers. Ça, c'est le bailleur qui va de lui-même expulser son locataire. Ça peut être cette hypothèse-là, mais l'huissier, le commissaire de justice, ne peut pas faire ça. C'est soit donc le mobilier reste sur place pendant encore 1 mois et que ce soit juste ou pas, tout dépend de quel point de vue on se place, l'ancien propriétaire, donc l'occupant qui vient de se faire expulser à 1 mois pour aller récupérer son mobilier, soit c'est placé ailleurs dans un garde-meuble sécurisé où il peut là encore le récupérer. Par contre, à l'issue du délai d'1 mois, vous êtes parfaitement libre de vider fonction de la valeur, etc. Alors, très souvent, il n'y a pas grande valeur et ça aura été l'objet également peut-être d'un passage de l'huissier pour faire l'inventaire. Au moment de l'expulsion, on le dresse. Une fois qu'il a fini de récupérer ses meubles, on redresse l'inventaire et puis sur ce qui reste, on peut les déclarer abandonnés fonction de leur valeur marchande. Très souvent, il n'y a pas de valeur marchande, tout est déclaré abandonné. Nous, on a pour habitude, et n'hésitez pas à le demander à votre huissier de justice qui mène votre procédure, on a pour habitude d'essayer d'obtenir la décharge de mobilier par l'occupant. En disant, je pars, ce qui est laissé en place, je l'abandonne. Et ça sécurise tout le monde. Exactement. Ça permet au bailleur d'être tranquille et de s'en débarrasser. Alors, c'est au propriétaire, j'ai dit bailleur, c'est un lapsus, c'est au propriétaire, à l'adjudicataire de faire les démarches pour évacuer le mobilier qui reste, à ses frais, bien sûr. Sur les frais de procédure de l'expulsion, théoriquement, il est en capacité, s'il a demandé une condamnation au paiement aussi, d'aller les réclamer à la personne qui a fait l'objet de l'expulsion. En pratique, je ne sais pas quel est ton point de vue, Marine. Moi, le mien, c'est que on ne tombe pas un œuf et ça ne sert à rien d'aller entamer de nouveaux frais, de nouvelles démarches et de perdre à la fois de l'énergie et du temps à essayer de recouvrer de l'argent sur une personne qui a déjà fait l'objet d'une saisie immobilière. En général, le dernier bien qu'on se fait saisir, c'est son habitation. Donc, il y a plus rien à espérer vu la condition de vie de cette personne-là. Donc, on abandonne, on arrête les frais là tout de suite.
Est-ce que tu partages cette position-là, toi, de ton côté? Oui, oui, je partage cette position-là. Après, il y a des petits tips peut-être à connaître, mais il y a moi j'appelle ça des dénicheurs de trésors. Je me rends pas compte si c'est, enfin, je sais pas si vous pouvez trouver des dénicheurs de trésors avec ces mots-là, mais moi j'ai une société en tout cas à Dijon, chez moi, qui fait ça, c'est-à-dire que le contrat c'est vous venez tout vider. Et vous faites ce que vous voulez des meubles, etc. Parce que parfois, tu as quand même des meubles qui tiennent encore la route, tu as parfois des meubles en bois, des meubles anciens, mais qui peuvent intéresser du monde. Et ça permet à l'adjudicataire d'avoir une prestation dans laquelle il peut espérer, en tout cas, amortir la charge de l'évacuation des meubles. Donc Ouais. peut-être pas toujours prendre juste la remorque et béner l'ensemble, peut-être essayer de trouver un prestataire qui vous fasse une mission de débarrassage, mais qui peut être optimisée avec la notion de trésor. Parce qu'à ce moment-là, le prestataire vous Ouais. fait la prestation à zéro, et s'il trouve des trésors dedans, c'est bon pour lui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, je l'ai fait sur un des appartements où c'était une personne qui avait un syndrome de Diogène. Donc, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est le syndrome de Diogène, c'est simple, c'est quand on rentre dans le bien, on ne voit pas les murs, on voit à peine le sol. Souvent, il y a un petit trajet qui fait 30 ou 40 centimètres qui se faufile dans certaines pièces, pas toutes. Et en général, la baignoire, on la voit pas. Le toilette, c'est difficile. La cuisine, même chose. Tout est noyé. Il y en a qui ont en plus des notions de collection. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Certains, c'est les ordures. Donc, rien ne sort de la maison une fois que ça y est rentré. Donc, il y a des ordures partout. Donc, c'est une véritable infection. C'est terrible. Moi, en l'occurrence, c'était pas ça quand même. Ah, C'était moi, des c'est ça livres. la semaine dernière. C'est c'est vrai? Ah ouais, ouais, un Diogène poubelle. Ouais, ouais. Ça, c'est terrible. Mais il y en a. J'avais eu droit moi sur un descriptif, sur une saisie immobilière. C'était le locataire en l'occurrence qui avait un Diogène et c'était les cubis et les bouteilles de vin. Donc il y D'accord. avait une chambre, c'était les bouteilles de rouge. Une chambre, c'était les bouteilles de blanc. Donc il tabissait le sol. Il y avait juste le petit chemin pour aller à la fenêtre, ouvrir les volets. Et dans le séjour, c'était les cubis. Tous les murs, il y avait 2 canapés qui étaient encombrés de cubis, etc., etc. Voilà. Donc j'ai eu ça pour finir avec mon anecdote personnelle et j'ai fait intervenir. Alors c'était pas Emmaüs, mais c'était une association de ce type-là qui effectivement m'a débarrassé les lieux et qui m'a dit bah c'est simple, en fonction de ce qu'on va tirer du prix de vente, nous ça nous coûte tant, on estime à tant. Je crois que c'était 500 € le fait de débarrasser parce qu'il y en a pour la demi-journée et parce qu'ils sont venus à 4 et 2 camions. Et si on arrive à vendre pour plus de 500 € donc de mobilier, à ce moment-là, on vous envoie pas de facture, on vous envoie juste un petit mot pour vous dire voilà, et le surplus est pour nous et pour l'association. Donc effectivement, c'est tout bénef parce que ça ne coûte rien aux propriétaires et puis en plus, ça permet au mobilier à la limite de resservir s'il y a des choses qui sont encore viables. Mais il y a plein de. Enfin, alors il y a les assos comme ça qui sont avec des jolies causes. Et moi, j'ai eu le cas d'une association avec de la réinsertion professionnelle. J'avais Mmh. le squat par 180 migrants, donc c'était un énorme squat. Et on a fait appel à cet asso qui nous a trouvé 15 mecs qui sont venus débarrasser. Là, pour le coup, il n'y avait pas la notion de vendre ce qui était trouvé. Ouais. Mais en tout cas, on n'est pas passé par une boîte de déménageurs, on est passé par cette association de gens en réinsertion. Et du coup, voilà, ça fait une prestation qui est moins chère et qui peut ramener un peu d'humanité aussi. Voilà. Ouais, ça mange pas de pain. Non. Super, merci pour tout ça, Marine. Alors, je sais que tu es pressée et qu'il nous reste très peu de temps. Est-ce que, en 2 mots, avant de finir, tu peux nous parler un petit peu donc du délai général? Tu nous as dit un petit peu 1 an, plus en détail au niveau de la trêve hivernale. Ce qui est important de préciser, c'est qu'elle ne bloque pas toute la procédure. C'est quoi les actes qui sont bloqués stricto sensu par la trêve hivernale? Quel acte tu peux pas faire? Alors, on peut juste, entre guillemets, juste, c'est terrible, mais ne pas expulser, quoi. Donc, ne pas faire la tentative d'expulsion non plus et ne pas expulser. Ok. Et Donc, en encore, fait, ça veut alors, dire que vous pouvez très bien obtenir votre jugement d'adjudication, votre titre pour partir, d'où l'intérêt de pouvoir avoir le contact pour lui expliquer que en sortie de trêve hivernale, la trêve hivernale, elle s'étend du 1er novembre au 1er avril, on va dire maintenant, je crois que c'est fini le 15 ouais. mars. Hein. Donc voilà, donc c'est une manière d'aller dire à l'occupant, attention, le 1er avril, je reviendrai parce que le titre me permet, effectivement, les 1er avril, on a toutes nos tentatives d'expulsion qui sont générées et les expulsions qui sont souvent préparées en amont avec la préfecture et les services police et justice pour pouvoir avoir un mois d'avril de reprise de logement parce qu'effectivement, ça paralyse quand même. Alors, un seul acte, mais quand même l'acte que Ouais. l'adjudicataire attend souvent. Bien sûr. Non, mais là où je voulais mettre le doigt, c'est plutôt que si la personne est là, vous pouvez faire
le commandement et que la trêve hivernale arrive, vous achetez un bien par exemple au mois de décembre, le commandement de quitter les lieux, il peut être signifié pendant la période de la trêve hivernale, etc. Et il y a même des départements où la préfecture accepte qu'on fasse la tentative, que du coup on n'appelle pas une tentative d'expulsion, parce qu'en fait ce qu'on appelle tentative d'expulsion, c'est le commissaire de justice qui va tout seul on n'a pas le droit d'expulser manu militari, l'acte d'expulsion, il faut être accompagné de la force publique pour le faire. Donc en fait, moi ce que je faisais, puisqu'en Creuse en l'occurrence, là où j'exerçais, c'était toléré par l'administration, ça permet au dossier de ne pas être paralysé un temps pour rien. J'allais faire une attestation de présence. J'allais constater que la personne était toujours, ouais. exactement, un constat d'occupation, voilà, que la personne était toujours dans les lieux. Donc ça dépend, c'est la sensibilité de la préfecture et des préfets et des services préfectoraux qui laissent la possibilité ou pas aux huissiers de le faire. Mais moi, en l'occurrence, je faisais comme ça. Ouais, nous ça aussi, permet de gagner du temps, ouais. Bah Voilà. oui, parce que ça permet en tout cas ces 2 mois-là, ils sont utiles à plein d'égards sur la sortie de trêve hivernale. Ouais. Dernier mot, si tu veux bien, en termes de tarifs. Alors, tu vas pas pouvoir nous donner un tarif à l'euro près, évidemment, mais en termes de tarifs, ça se chiffre à combien la procédure d'expulsion si elle va à son terme? C'est-à-dire, on doit aller expulser la personne qui est toujours là le jour J. Alors, en vrai, c'est une fourchette qui aura des crans tellement larges que j'ai pas l'impression que ça puisse vraiment répondre à la question de C'est un ceux qui se râteau. la posent. Donne-nous ton râteau, Marine. Est-ce que c'est en ce compris la procédure de saisie immobilière, dès le commandement de payer Non. balance saisie, juste la procédure Uniquement, là, d'expulsion? on n'est que sur l'expulsion à la fin. Les frais de procédure, de toute façon, ils les ont payés avant. L'adjudicataire, tu sais, il les paye au moment où il remporte les enchères. Donc, c'est dans les frais annexes. Donc là, à la limite, reset. J'étais vraiment que sur la partie expulsion. Quel est le billet pourquoi? Parce que là, en fait, l'audience de la chaîne, c'est des investisseurs ou futurs investisseurs ou déjà investisseurs qui pensent acheter des biens aux enchères. Et ça va être quoi l'impact pour eux? Voilà. Ça va être quoi l'impact pour eux d'acheter un bien occupé si la personne reste et que je dois l'expulser? Comment je chiffre pour faire mes simulations d'enchères avant, en fait? Quel est le montant que je détermine? À mon avis, maximum, c'est un billet de 1000 pour ce qui va être de la partie huissier de justice que je maîtrise. Je dirais même 800 parce que les actes, on a 86 NIF, on doit avoir peut-être 112 de commandement de quitter. Alors, le PV d'expulsion, c'est un PV qui est plus cher, mais qui dépend de témoins, de serruriers, de la force publique, des déménageurs ou pas. Voilà, il n'y a pas que tes frais, il n'y a pas que tes honoraires à toi. C'est une serrure simple. Est-ce qu'il y a 3 serrures dans le logement? Parce que ça va du simple au triple, fonction de la configuration des lieux. Pour ce qui est de la partie huissier, je dirais fonction en plus du montant, mais on va être peut-être à 800. Donc entre 800 et 1000, on va dire, sur les honoraires d'huissier. On peut rajouter un billet de 500 à peu près pour le serrurier et peut-être les témoins qu'il faut pour les visites, pour l'expulsion le jour J. Donc voilà, entre 800 et 1500, voilà, la force publique, merci. Entre 800 et 1500 pour cette partie-là, et ce à quoi il faut ajouter souvent des frais et des honoraires d'avocat si la personne mandate l'avocat au lieu de mandater l'huissier directement. Parce que l'avocat va prendre des honoraires de gestion du dossier, et puis c'est bien normal, puisque c'est lui qui fait finalement l'intermédiaire entre le propriétaire adjudicataire et l'huissier. Donc voilà à peu près, on va dire à 1500, 2000 avec les frais d'avocat, on a chiffré les frais de procédure, sachant que peut avoir la bonne surprise et que la personne s'en aille au bout du commandement de quitter les lieux, ça arrive régulièrement. Et à ce moment-là, nécessairement, c'est beaucoup moins cher. Merci beaucoup, Marine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, une précision que tu aurais envie de faire là-dessus, sur l'expulsion, les enchères? On t'écoute. Oui, alors, mais pareil, c'est spontané et je ne sais pas si ça servira ceux qui regardent, mais ça me paraît en tout cas pas inutile de le mentionner là. Quand on fait les PV de visite, on voit vraiment. Je pense que plus on fait d'achats, plus on affine évidemment son œil en fait d'investisseur. Et moi, je trouve que plus je fais de PV de visite, plus j'affine mon œil d'observatrice d'investisseur. Et je trouve ça génial parce qu'il y en a vraiment qui arrivent, qui en 2 secondes savent que ça vaut le coup. Moi, je ne panne pas pourquoi ça vaut le coup, mais ça a l'air de valoir le coup. Et je pense que c'est presque un sport, l'investissement immobilier finalement, dans le cadre des enchères. C'est-à-dire que il y a quelque chose, il doit y avoir un socle comme une méthode, c'est-à-dire il doit y avoir une notion d'emplacement, une notion. Et quand vous arrivez à mettre toutes ces méthodes-là sur un schéma
répétitif à chaque visite, vous savez ce que vous avez à voir, etc., bah, ça doit faire des très bons coups parce que vraiment sur les visites, on retrouve d'ailleurs les mêmes gens très régulièrement. C'est-à-dire que C'est pas pour rien. c'est pas pour rien, voilà. Et il y a des visites où on ne comprend pas, on a 2 pélos dans les 2 heures de créneau de visite qu'on a, et puis il y a des visites où on a mais vraiment 70-80 personnes. Ouais, ça Donc c'est l'impact voilà. mise à prix et secteur aussi du bien qui fait la grosse. Mais la mise à prix joue pour beaucoup parce que si tu as une mise à prix qui est fixée volontairement très très basse par l'avocat, bah, nécessairement les gens s'imaginent qu'ils peuvent toucher le bien moins cher. Ce qui n'est pas toujours le cas en fait, bien au contraire d'ailleurs. Mais parfois la mise à prix fixée plus basse fait que les prix vont monter davantage parce que justement il y aura plus de C'est un concurrence. prix d'appel en fait, c'est ça? C'est exactement ça. Mm. Donc non, mais tu vois, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et moi, ce que j'ai écrit dans le livre et ce que je conseille et ce que je mets en place avec les gens que j'accompagne, c'est que quand on visite le bien, il y a la partie immobilière, mais il y a aussi, c'est une vente aux enchères, il y a une concurrence. Et il y a la partie humaine. Et il y a, j'examine la concurrence, quels sont les profils qui sont là et qu'est-ce qui fait que même si sur le papier ça peut être une bonne affaire et qu'avec ce bien-là il y a des choses intéressantes à faire, finalement, le nombre de personnes qui sont là et le profil de ces personnes-là et ce que je les entends dire et ce que je les vois faire fait que, a priori, il y a peu de chances pour qu'au final, ce soit vraiment une bonne affaire. Donc peut-être, je vais aller me diriger sur un autre bien. Mais examiner justement le côté humain, là encore, au-delà de l'immobilier en lui-même, l'immobilier, c'est cartésien. L'humain, ça s'observe. Il y a des notions, il y a des nuances. Mais ouais, je suis content que tu aies parlé de ça, tu vois, parce que c'est super intéressant. J'insiste beaucoup là-dessus avec les gens que j'accompagne, parce que c'est très important la concurrence aux enchères. Et alors, j'en vois pas tant que ça des gens accompagnés. Ça doit être un vrai plus du coup de pouvoir être accompagné. Oui. Bah après, ça se fait beaucoup à distance parce que je peux pas aller partout. Puis en termes financiers, c'est pas nécessairement intéressant de me faire venir Viens à sur les Dijon, visites pour la Guillaume. personne que j'accompagne. Mais je viendrai à Dijon avec plaisir. Si on me le propose, tu vois, je viendrai gratuitement, ne serait-ce que pour te voir. Ah bah parfait. Donc, investisseurs de Dijon, contactez-moi, je viendrai visiter avec vous avec plaisir et ça vous coûtera rien du tout. Voilà, bon, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup à toi, C'était vraiment. top. C'était ouais, très intéressant, puis vraiment plaisir d'avoir pu échanger sur la, la, voilà, la matière sur laquelle on s'est pourtant rencontrés. Génial. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles infos et puis dorénavant, l'expulsion a plus de secret pour vous. Ciao, à très vite pour une prochaine vidéo.